Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Nous le savons, Hong Kong est actuellement en pleine crise. Cette affaire fait les gros titres du monde entier depuis un moment. Mais quelques problèmes sont apparus. En effet, une bonne partie des médias occidentaux se trompent régulièrement, voire même inverser les rôles des bons et des mauvais. Les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs n'ont alors aucun moyen de comprendre ce qui se passe réellement à Hong Kong. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à 6 grandes interrogations afin de nous permettre de mieux comprendre la crise de Hong Kong. Première interrogation. Nous allons d'abord analyser cette photo, publiée dans un média français. On a visiblement inversé les rôles sur cette photo. Sur l'image, la personne qui se fait kidnapper est un journaliste chinois. Les manifestants, vêtus de noir et portant un masque, ont trouvé dans son sac un t-shirt où il est écrit « J'aime la police ». Et l'ont donc kidnappé puis battu violemment. Pourtant, il est décrit dans l'article utilisant cette photo « Les jeunes de Hong Kong sont même prêts à mourir pour la cause ». Et le journaliste, qui se nomme Fu Guohao, est devenu un jeune Hongkongais prêt à mourir pour sa cause. Bien sûr, la photo a été changée dès que cette erreur a été découverte. Mais ces erreurs sont légion et apparaissent dans beaucoup de médias de pays européens comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous révèle que le problème de la Chine est très complexe et qu'à cela s'ajoutent les différences de la langue, de la culture, de l'histoire, etc., etc. C'est pourquoi nos homologues européens peuvent régulièrement se tromper. Et c'est bien compréhensible, mais je souhaite sincèrement que ces médias libres se montrent plus sérieux et respectueux de la réalité lorsqu'ils traitent ce genre de sujet. Mais c'est un autre débat. Deuxième interrogation. Quelle est l'origine des manifestations anti-extradition vers la Chine? Généralement, il est dit que le gouvernement de Hong Kong souhaite faire passer une loi qui permettrait l'extradition des criminels vers d'autres pays. Cela a immédiatement été compris comme une intention de la Chine d'extrader des dissidents politiques réfugiés à Hong Kong. La vérité est tout autre. Le 8 février 2018, un couple hongkongais, Pan Xiaoying et Chen Tongjia, sont partis en voyage à Taïwan. À ce moment-là, Pan Xiaoying était déjà enceinte. Le 16 février, une violente dispute éclate entre les deux amoureux et Chen Tongjia étrangle Pan. Et il abandonne le corps et retourne à Hong Kong. Il a ensuite continué à retirer de l'argent avec la carte de Pan et utiliser le portable et l'appareil photo de la défunte. Une enquête est ouverte le 11 mars. Chen Tongjia est arrêté 2 jours plus tard et avoue son crime. Le problème, comme ceci. Les autorités taïwanaises ont lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de Chen Tongjia, mais la loi hongkongaise stipule que Hong Kong ne peut juger une affaire dont le crime a eu lieu en dehors de Hong Kong. Hong Kong ne peut que poursuivre Chen Tongjia pour vol de carte de crédit, vol de téléphone. C'est-à-dire qu'avec la loi actuelle, le meurtrier de Pan échappe aux sanctions. Le 12 février 2019, la mère de Pan a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle souhaite que Hong Kong modifie la loi pour que Chen Tongjia puisse être jugé pour son crime. Le lendemain, les autorités de Hong Kong ont annoncé vouloir modifier l'ordonnance sur les criminels fugitifs. J'aimerais insister sur un point. Les modifications de cette ordonnance portent sur les crimes reconnus internationalement. Cela exclut donc la possibilité d'extrader des dissidents politiques. En fait, la modification de l'ordonnance sur le criminel fugitif
est simplement un moyen pour Hong Kong de parfaire son système législatif et d'éviter, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire office de paradis pour les criminels internationaux, comme Chen Tongjia. Mais la liberté a toujours clairement utilisé comme une principale excuse pour s'opposer à cette loi. C'est évidemment une excuse. En réalité, le 8 juillet, les autorités hongkongaises ont annoncé que le projet de loi était mort. Pourtant, les protestations continuent. Cela veut dire que le but de protestation n'est pas réellement de s'opposer au projet de la loi d'extradition. On peut alors penser que ces manifestations ont été préméditées. Pour reprendre l'expression chinoise, le cœur du buveur n'est pas dans l'alcool. Nos amis français diraient, eux, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Alors, quelle est la véritable raison des protestations? Nous allons le découvrir en répondant à la prochaine interrogation. Donc, qui se cache derrière les manifestations? C'est la troisième interrogation. Une partie des citoyens hongkongais, notamment parmi les jeunes générations, est très mécontente de la situation économique actuelle à Hong Kong. La question est alors de savoir comment Hong Kong en est arrivé là. Au moment de la rétrocession de Hong Kong en Chine, les deux piliers de l'économie hongkongaise étaient les secteurs de la finance et de l'immobilier. Bien sûr, l'économie hongkongaise ne peut pas s'appuyer uniquement sur ces deux points forts pour tracer un chemin fiable vers l'avenir. Mais à l'époque du retour de Hong Kong dans les girons chinois, seul le pouvoir administratif avait été pris des mains des colonisateurs anglais. Les autres clés importantes du pouvoir, la justice, les médias, tout particulièrement le capital, étaient toujours contrôlés par les forces du passé. Par conséquent, quand le gouvernement hongkongais a exprimé sa volonté de construire des logements à bas prix pour la population qui sont moins riches, les détenteurs de capital, que ce soit dans la finance ou dans l'immobilier, ont immédiatement senti que leur intérêt était menacé. Les véritables organes du pouvoir au sein de la justice, dans les médias, étaient entre leurs mains. À Hong Kong, presque tous les médias privés dépendent des revenus de la publicité pour assurer leur survie. Le secteur immobilier est donc devenu une sorte de saint Graal pour tous les médias. À chaque fois qu'éclatent des manifestations du type que nous voyons actuellement, la grande majorité des médias privés de Hong Kong se rangent du côté de l'immobilier et de la finance. On peut remarquer qu'à chaque fois que le gouvernement de Hong Kong annonce la construction de logements bon marché destinés à la population hongkongaise, des mouvements sociaux font aussitôt leur apparition. En 2002, des manifestations survenaient pour s'opposer à l'article 23 de la loi fondamentale. En 2014, éclatait le mouvement Occupy Central. Et aujourd'hui, le chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, souhaitait également relancer le plan pour construire des logements à bas coût. Bien sûr, elle s'est heurtée à la ferme opposition des secteurs de l'immobilier et de la finance. C'est l'une des raisons fondamentales qui explique le déclenchement des manifestations aujourd'hui. L'opposition à la modification de la loi sur l'extradition du fugitif n'est qu'un prétexte. Le gouvernement de Hong Kong a déjà annoncé que le projet de loi était abandonné et pourtant le mouvement de protestation a continué. Tout simplement parce que la cible véritable du mouvement est Carrie Lam en personne. L'objectif, c'est de la pousser à la démission, ce qui permettrait de détruire son projet de logement. En quelques décennies, le prix de l'immobilier à Hong Kong a enregistré une progression astronomique. Aujourd'hui, un jeune Hongkongais comptant sur ses seuls revenus n'a quasiment aucun espoir de pouvoir s'acheter un logement. Dans le même temps, les quelques dizaines de grandes familles
qui contrôlent l'économie hongkongaise ont réussi à bâillonner les médias. Elles sont parvenues à masquer leur opposition à la construction de logements à bas coût en la transformant en lutte pour la démocratie et la liberté. Elles sont parvenues à tromper une génération profondément insatisfaite et à la devenir des véritables enjeux. Aujourd'hui, on peut voir clairement qu'à Hong Kong, le pouvoir est entre les mains du capital, tout particulièrement au sein du système judiciaire et des médias. Dans les hautes sphères de la justice, les postes les plus prestigieux sont presque tous occupés par des étrangers, des Britanniques, des Australiens, des Américains et une majorité de doubles nationaux. Leur méthode habituelle consiste à acquitter toutes les personnes participant à des manifestations illégales, de sorte que ces derniers peuvent agir en toute impunité. Quant aux organisateurs de ces manifestations, quand ils sont recherchés ou appréhendés par la police, les juges étrangers les libèrent immédiatement ou leur imposent une simple caution. C'est la triste vérité de la société hongkongaise actuelle. Les jeunes n'ont plus de perspective d'avenir. Le pouvoir en place à Hong Kong n'est pas en mesure de mettre en œuvre des politiques qui assurent le futur de Hong Kong et une poignée de personnes dans l'immobilier et de la finance exercent un contrôle presque entier sur la société. Qu'ils en aient conscience ou pas, c'est pour le bénéfice de ces gens-là que travaillent la plupart des Hongkongais. Quatrième interrogation. Qui fait usage excessif de la violence? L'opposition à la violence, c'est l'un des sujets les plus controversés depuis le début des manifestations à Hong Kong. Les médias occidentaux sont presque unanimes à montrer du doigt la police de Hong Kong. Certaines photos ont marqué par leur côté horrifique. Voilà, cette photo est largement circulée dans les médias occidentaux. On y voit notamment une manifestante ayant perdu la vue après avoir été blessée aux yeux. Cette photo est devenue un symbole de la répression impitoyable censée s'abattre sur le mouvement de la protestation. Mais c'est là que les problèmes commencent. Premièrement, il n'existe aucune preuve, aucun témoin pour démontrer que ces blessures ont été causées par la police. À l'inverse, le premier médecin à avoir traité la manifestante affirme que les balles de la police ne peuvent pas décrire une trajectoire. D'après lui, si on observe bien la blessure, on est forcé de conclure que c'est un autre manifestant qui a par erreur blessé la jeune femme. Deuxièmement, la jeune femme blessée n'a jamais porté plainte contre la police. La police n'a donc pas de pouvoir d'enquêter officiel. De fait, démontrer que la manifestante possède une idée assez claire des causes qui ont entraîné sa blessure. Porter plainte contre la police ne pourrait que se retourner contre elle. De nombreux éléments montrent que les organisateurs des manifestations de Hong Kong désirent le plus grand nombre possible de blessés, voire des morts, ce qui permettrait à la situation de générer encore. Mais grâce au contrôle de soi et au professionnalisme de la police hongkongaise, cet objectif n'a pas pu être atteint. Mais certains manifestants hongkongais n'hésitent, eux, aucunement à faire usage de la violence. Ils sont habillés tout en noir, ils portent des masques. Vous pouvez voir ci-dessous les dégâts infligés à la ville de Hong Kong durant leur passage. Voilà, le doigt ensanglé de ce policier a été mordu jusqu'à l'os. Un touriste chinois a été battu et assommé. Les manifestants utilisent aussi des stylos laser pour viser les yeux des policiers. Les médias français affirment que ces stylos laser sont sans danger. Il s'agit vraiment de se masquer les yeux pour ne pas voir la vérité. De nombreux policiers ont dû être hospitalisés après avoir été visés par ces lasers. Mais peut-être faudra-t-il attendre qu'un policier soit définitivement aveuglé pour démontrer la dangerosité
décéléraire, parce que la violence des manifestants de Hong Kong dépasse de loin les pillages commis en France par certaines jeunes de banlieue sur les cortèges de manifestation, parce que cette violence organisée est visible dans toute sa cruauté, le gouvernement chinois a décidé d'émettre un avertissement. Parce que ces violences apparaissaient petit à petit aux yeux du monde entier, les organisateurs de manifestations ont commencé à changer de stratégie. Durant la manifestation du 19 août, la violence, les hommes en noir portant des masques, avaient subitement disparu. Séculé, rien à voir, les casseurs se sont évaporés. Voilà qui montre de manière évidente que non seulement ces manifestations n'ont rien de spontané, mais qu'au contraire, elles sont planifiées avec méthode. Usage de la violence ou pacifisme, on réfléchit à l'opposition qui va s'avérer la plus efficace pour la situation donnée. Et on agit en conséquence. J'invite nos téléspectateurs à remarquer cet étonnant phénomène et à prendre un peu de temps pour y réfléchir. Cinquième interrogation. Pourquoi les officiels américains soutiennent-ils sans vergogne les indicateurs des troubles à Hong Kong? Si les médias français ont peu abordé ce sujet, la population chinoise y est en revanche très sensible. Parce que pendant plus d'un siècle, la Chine a subi de manière ininterrompue des interférences étrangères et tout particulièrement occidentales, même plusieurs interventions militaires qui ont laissé des cicatrices profondes. Durant les manifestations à Hong Kong, les gens se sont rendus compte que le gouvernement américain agissait dans l'ombre. Les informations suivantes sont issues des médias hongkongais. Le 16 août dernier, 12 établissements d'éducation supérieure de Hong Kong ont organisé une réunion durant laquelle ils ont explicitement demandé aux États-Unis et au Royaume-Uni de soutenir les troubles se déroulant à Hong Kong. L'initiateur et organisateur de cette réunion, Zhang Kunyang, a admis qu'il avait eu un entretien secret avec Julie Ede, une conseillère politique travaillant pour le consulat général des États-Unis à Hong Kong. Il a également révélé avoir organisé la réunion sur le conseil de cette dernière. Julie Ede est une responsable des questions politiques au consulat américain à Hong Kong. Outre ces entretiens avec Zhang Kunyang, les médias hongkongais ont également révélé qu'elle avait contacté et rencontré d'autres organisateurs de manifestants, parmi lesquels Joshua Wong, Nathan Low, Huang Chengfeng ou encore Jordan Pan. Sur son blog, le célèbre activiste pour l'indépendance de Hong Kong, Joshua Wong, a admis avoir rencontré et reçu le soutien de plusieurs sénateurs américains. Les médias hongkongais ont également découvert que l'entrepreneur Jimmy Lai, les personnalités politiques Arthur Chang, Albert Hu et Martin Lee, 4 personnages très influents qui organisent en coulisses les manifestations, avaient rencontré 2 mystérieux étrangers dans un hôtel de Hong Kong. Durant cette rencontre, Jimmy Lai avait déclaré à ses interlocuteurs « Bienvenue à Hong Kong et bien joué sur la situation actuelle ». Jimmy Lai est patron du grand quotidien hongkongais Apple Daily, Pingguo Ribao, très hostile à la Chine. Le 9 août dernier, le même Jimmy Lai avait rencontré le vice-président américain Mike Pence. Déjà, au mois de mars, le vice-président américain avait rencontré des représentants de l'opposition hongkongaise, puis au mois de mai, c'est le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, qui avait rencontré plusieurs personnalités de l'opposition.
Quant à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, lors d'une rencontre avec des activistes hongkongais au mois de juin, elle avait publiquement déclaré son soutien aux manifestations se déroulant à Hong Kong. Pourquoi des officiels américains soutiennent sans la moindre retenue les troubles qui se déroulent à Hong Kong? Parce que l'Amérique espère que ces troubles seront le prélude à une révolution de couleur qui permettrait de faire vaciller le pouvoir chinois. Les États-Unis ont mené des activités similaires dans toute une série de pays. L'exemple le plus classique est bien sûr l'Union soviétique. Et de nombreuses actions continuent d'être menées aujourd'hui contre la Russie. L'objectif est toujours d'inciter des troubles intérieurs dans les différents pays visés. Les menées actuelles des États-Unis contre Hong Kong représentent un défi lancé à la Chine dans l'espoir de fragiliser le pouvoir politique chinois. La Chine est une puissance nucléaire. L'usage de la force contre la Chine n'est pas vraiment envisageable. L'Amérique a donc décidé de lancer une guerre économique et commerciale, que vous connaissez très bien, contre la Chine, mais jusqu'à maintenant sans grand résultat. L'unique moyen pour l'Amérique de défier la Chine, c'est donc d'inciter des révolutions de couleur et de vaincre la Chine par des moyens psychologiques. Malheureusement, pour le gouvernement américain, ce rêve ne se réalisera certainement jamais. Pour une raison très simple, le système politique chinois actuel est intimement lié au développement politique, économique, culturel, social du pays. Je considère que la Chine doit clamer haut et fort à l'adresse des États-Unis. La voie propre empruntée aujourd'hui par la Chine est celle de la démocratie. Cette voie correspond au caractère national et à l'histoire de la Chine. Sixième et la dernière interrogation. Quel avenir pour Hong Kong? Pour les observateurs réguliers de Hong Kong, la situation actuelle n'est pas si surprenante que cela. Bien des années après la rétrocession, Hong Kong est toujours libre. Les mouvements de protestation n'ont jamais été interrompus. On ne compte plus les activités de protestation, petites ou grandes, qui se sont déroulées à Hong Kong. Chacune avec un contexte différent, avec un prétexte différent aussi, des cibles toujours changeantes. Il est important de noter qu'à l'époque coloniale, toute manifestation était interdite à Hong Kong. Jamais la moindre élection n'a été organisée durant cette période, y compris l'élection des parlementaires. La nouveauté qui n'est apparue qu'à la veille de la rétrocession à la Chine. Les précédents gouverneurs de Hong Kong étaient tous nommés directement par le Royaume-Uni. Je crois qu'il y a 44 gouverneurs nommés. En revanche, aujourd'hui, c'est au sein du Parlement qu'on trouve les éléments les plus actifs dans l'organisation des manifestations. Il existe toutefois une différence essentielle entre les précédentes manifestations et celles qui ont lieu actuellement. Ces dernières sont considérablement plus violentes. Alors, dans quelle direction va diriger Hong Kong? Pour commencer, Hong Kong doit implémenter de manière véritable le principe « un pays, deux systèmes ». Ce sont les Hongkongais qui doivent gouverner Hong Kong. Comme l'a démontré Cheng Yong-yen de l'Université nationale de Singapour, de nombreux pouvoirs sont toujours entrés dans les mains de l'ancien suzerain britannique. Dans Lianhe Zhaobao, l'un des grands journaux de Singapour, Cheng Yong-yen écrit ceci. Si on parle de l'influence de l'Angleterre sur Hong Kong, dans une large mesure depuis la rétrocession de 1997, Hong Kong est passé du statut de colonie directe du Royaume-Uni à celui de colonie indirecte. Ici, je vais prendre l'exemple du système judiciaire.
Si les manifestations à Hong Kong se révèlent si violentes, c'est parce que le pouvoir judiciaire n'est pas véritablement sous le contrôle du gouvernement local, mais entre les mains d'étrangers. Ce qui implique que de nombreux comportements violents, tout particulièrement contre la police, ne sont pas sanctionnés. Les gens ont encore en tête le mouvement d'Occupy Central. Après avoir appréhendé, les dirigeants du mouvement illégal avaient tous été libérés sans condition par la haute cour de Hong Kong. Et cette fois-ci, aucun organisateur n'a même été appréhendé. Toutes les protestations arrêtées par la police qu'ils aient assiégé le bureau de liaison chinois, insulté le drapeau national ou commis des violences durant les manifestations ont été soit relâchés, soit remis en liberté sous caution. En revanche, un contre-manifestant qui avait couvert de graffiti la façade du consulat général américain à Hong Kong a été prestement emprisonné après seulement 2 jours. Le double standard utilisé par le système judiciaire de Hong Kong, selon qu'on est pro ou anti-Pékin, est des plus transparents. La raison étant que presque tous les juges de la dernière instance sont de nationalité américaine, anglaise, australienne ou autre. Ensuite, la structure économique de Hong Kong doit changer en profondeur. Hong Kong est aujourd'hui pris en otage par la finance et l'immobilier, avec des habitants de Hong Kong qui travaillent au bénéfice d'une toute petite minorité de grandes familles ayant pris le contrôle de la terre. C'est l'une des raisons majeures qui explique pourquoi la croissance économique à Hong Kong n'atteint même pas 1% cette année. Si l'on ne change pas cet aspect, l'économie de Hong Kong ne pourra pas être revitalisée. La jeunesse de Hong Kong n'aura pas de perspective d'avenir et continuera de s'enfoncer dans le piège de troubles et de l'agitation. Il est essentiel de rappeler que ces quelques familles qui contrôlent la finance et l'immobilier à Hong Kong ont presque toutes obtenu une nationalité étrangère. Le gros de leurs capitaux est déjà transféré à l'étranger. Ils continuent néanmoins à travers les secteurs financiers et immobiliers à sucer le sang de la ville. Ce système qui est déjà plus réformable. Pour conclure, je dirais qu'il est temps pour Hong Kong d'opérer sa deuxième rétrocession afin que tous les articles de la loi fondamentale puissent être véritablement implémentés, afin que Hong Kong puisse réaliser pleinement le principe un pays, deux systèmes, et par-dessus tout, afin que les Hongkongais soient enfin ceux qui dirigent Hong Kong. Voilà, c'est la situation réelle de Hong Kong. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre patience et à la prochaine.